Bonjour à toutes et à tous. Désolé pour le petit retard, on a eu des petits soucis techniques de connexion Internet. C'est désormais résolu. Vous nous direz dans le chat si vous nous entendez bien et si la connexion est bonne de votre côté. Alors, bienvenue dans ce CGT Twitch, ce CG Twitch, où nous allons parler de concertation retraite. Nous sommes donc ici avec Sylvie Durand de l'UGICT CGT, donc la CGT des ingénieurs, cadres et techniciennes. Sylvie Durand, qui est membre du Conseil d'orientation des retraites, qui est membre de la direction de l'UGICT et qui est également, tu fais partie de la délégation qui va aux concertations. Exactement. Voilà. Bonjour Sébastien. Bonjour. Du coup, aujourd'hui, on va encore une fois parler des concertations. Donc, on avait déjà fait une émission la semaine dernière, on en fait une deuxième cette fois-ci. Ces concertations, elles continuent. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est pas un dialogue de bisounours. Il y a beaucoup de désaccords avec le MEDEF, le patronat et le gouvernement. On va parler de ces divergences, de ces intérêts divergents aussi entre le patronat et le salariat. On va aussi parler des positions des organisations syndicales, de la stratégie qu'on peut avoir et surtout de mobilisation, parce que la CGT a fait la semaine dernière un appel à la mobilisation des salariés pour qu'eux rentrent justement dans le débat. On ne veut pas de conclave, on veut au contraire que autant que possible les salariés s'emparent du débat et puissent participer aux mobilisations avec déjà 2 dates qui ont été posées. Le 8 mars qui est demain, donc une mobilisation à l'occasion de la Journée internationale de lutte pour les droits des femmes. On va en parler évidemment sur cet aspect-là aujourd'hui. Et le 20 mars, une mobilisation des retraités à l'appel de l'Union des retraités CGT. Voilà, alors justement, on va peut-être commencer par là, si ça te va, pour parler un peu des droits des femmes. On a sorti un nouveau tract à l'UGICT, on va vous le présenter. En quoi, peut-être première question, en quoi la réforme des retraites de 2023 impacte particulièrement les femmes ? Elle impacte particulièrement les femmes en ce qu'elle a produit une accélération du nombre de trimestres à valider, à cotiser pour bénéficier d'une retraite pleine et entière. En fait, les femmes, la plupart du temps, doivent attendre les 67 ans, c'est-à-dire l'âge de l'annulation de la décote pour partir. Ça ne veut pas dire qu'elles n'auront pas une pension proratisée en fonction du nombre d'années qu'elles ont travaillé par rapport au nombre d'années exigées. Donc, tout ce qui touche à la durée de cotisation pénalise singulièrement les femmes. C'est pour cela qu'elles partent plus tard que les hommes. Et c'est vrai dans l'ensemble des composantes du salariat, qu'il s'agisse des femmes ouvriers employées, des techniciennes, des agents de maîtrise ou des cadres. Alors à l'époque, le gouvernement avait beaucoup parlé d'une mesure qui a été oubliée pour beaucoup parce que c'était un peu de l'enfumage, une fameuse retraite minimum à 1 000 €. Justement pour répondre à cette question des carrières hachées que peuvent avoir les femmes. Qu'en est-il aujourd'hui de cette retraite minimum ? Parce que tu dis, on peut atteindre l'âge de 67 ans, donc l'âge de la fin de la décote, mais quand même pas avoir toute sa retraite. Oui, alors en fait, ce à quoi tu fais référence, c'est le minimum contributif. Or, pour bénéficier à plein du minimum contributif, il faut réunir 2 conditions. Avoir le fameux taux plein, c'est-à-dire 50% du salaire moyen maintenant des 25 meilleures années de carrière, et en plus satisfaire à une certaine durée de cotisation, c'est-à-dire avoir cotisé pendant un certain nombre d'années au cours de sa carrière. Le taux plein, on l'a automatiquement à 67 ans. La durée de cotisation, elle doit au minimum être de 120 trimestres pour bénéficier du MICO, du minimum contributif, majoré. 120 trimestres, ça fait combien d'années à peu près de tête? Je te laisse calculer. Ah, okay. Bon, c'est vrai que c'est pas un calcul facile, mais c'est beaucoup. Si, c'est facile. Voilà, donc, et puis...
Le problème de la réforme, de la précédente réforme, c'est qu'elle ne permet absolument pas de réduire les inégalités de pension entre les femmes et les hommes. Elle perdure. Et lors du passage à la retraite, en fait, ces inégalités sont amplifiées singulièrement dans le régime de retraite complémentaire Agirc-Arrco. Alors là, quelques données chiffrées, sans vouloir trop assommer tout le monde. Chez les employés, l'écart salarial de 3,9% devient, en Agirc-Arrco, dans le régime par points, une différence de pension de 32%. Donc là, je prends que la retraite complémentaire, parce que Dieu merci, dans le régime de base de sécurité sociale, il y a des mécanismes de solidarité qui permettent de réduire ça. Chez les cadres et les professions intermédiaires, les 15,7% d'écart salarial entre les femmes et les hommes, bien évidemment aux dépens des femmes, se transforment en un écart de pension en défaveur des femmes de 37%. Donc on voit, ce sont des données 2023, on voit que la question reste entière. Oui, parce que le moins on a de salaire, évidemment, le moins on cotise, et donc ça a un impact sur le niveau de la pension de retraite. Voilà, exactement. Dans les régimes par points, le droit à retraite est proportionnel au montant de la cotisation. Donc moins on a de salaire, moins on a de droit à retraite. Et justement, je voulais revenir sur ces chiffres parce que demain, il y a la mobilisation donc du 8 mars où on réclame notamment l'égalité salariale. Dans notre tract, on avance un chiffre de 22% d'écart, tout secteur et temps de travail confondus, de salaire entre les hommes et les femmes. Et là, à l'instant, tu viens de nous donner d'autres chiffres, donc 15,7% d'écart, un équivalent temps plein pour les cadres. Voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi il y a un écart? Alors, c'est pas les mêmes chiffres? Oui, le 22,2% correspond à la comparaison des salaires des femmes et des hommes, quel que soit le temps de travail. Donc, dedans, il y a les temps partiels. Maintenant, si on raisonne en faisant la comparaison avec des temps de travail égaux, équivalents, c'est-à-dire des temps pleins, l'écart salarial diminue de 22,2 à 14,2% en moyenne, toutes composantes du salariat confondu. Donc, on voit que c'est l'impact des temps partiels qui sont la plupart du temps subis, qui creusent les écarts. Je crois que c'est 80% des temps partiels qui sont occupés par des femmes. Par des femmes, oui, tout à fait. Ouais. Donc, notamment parce qu'elles ont une charge familiale, ou est-ce que c'est aussi les entreprises qui proposent plus facilement ce type de contrat aux femmes? Qu'est-ce qu'on a? Alors les entreprises proposent, mais le salarié dispose. Et en vérité, le sujet réside dans le fait, d'abord qu'il y a de plus en plus de familles monoparentales, avec des femmes qui assurent seules la charge de l'éducation de leurs enfants, et que dans des familles avec un couple au travail, en général, c'est l'épouse qui assume la charge résultant de l'éducation des enfants, les sorties scolaires, aller chercher l'enfant, le ramener, etc. Et d'ailleurs, on voit que ça a un effet, les dernières données de l'INSEE, sorties lundi dernier, montrent très clairement que plus une femme a un nombre important d'enfants, plus l'écart salarial se creuse. Et alors là, la donnée la plus significative, c'est que les mères ont une probabilité d'accéder au 1% des emplois les mieux rémunérés, inférieure de 60% à celle des hommes, pour un même nombre d'enfants, un nombre équivalent d'enfants. Alors que la probabilité des femmes qui n'ont pas d'enfants d'acquérir, d'intégrer le seuil les 1% les mieux rémunérés, eh bien là, l'écart se réduit à 30%. Donc, plus on a d'enfants, plus une femme est pénalisée. Et c'est cette réalité du nombre d'enfants, évidemment, elle ne s'applique pas du tout aux hommes, ou en tout cas moins. Elle ne s'applique pas aux hommes. On peut
tout simplement parce que les hommes assument moins la charge de l'éducation des enfants. C'est ce qu'on appelle notamment, on parle dans notre tract de parois et de plafond de verre. En gros, le fait d'avoir des enfants réduirait aussi la capacité donc, à avoir une mobilité ascendante, comme on dit, donc Exactement. des promotions en quelque sorte dans l'entreprise. C'est ce que reflète la faible proportion de femmes dans les emplois les plus rémunérés, qui sont donc les emplois qui correspondent aux responsabilités les plus importantes. C'est exactement ce que l'on appelle le plafond de verre. Et il y a un autre aspect qu'on aborde, c'est le fait que les métiers sont au final aussi très genrés. Il y a une attribution genrée des rôles dans les entreprises, dans la production. Est-ce que tu peux nous en parler un peu là-dessus ? Oui, alors en fait, on voit qu'il y a une concentration d'emplois masculins dans les secteurs qui sont les mieux rémunérés, secteur de la finance, secteur de services, de services importants dans le cadre des développements des entreprises, de l'ingénierie, etc. Et les secteurs qui sont en quelque sorte sinistrés sont ceux qui sont principalement occupés par des femmes, c'est-à-dire les secteurs du soin et de l'aide à la personne. Et chez les ingénieurs cadres et tech, ça va être par exemple les infirmières qui seront plutôt, on dit les infirmières d'ailleurs, plutôt des femmes, et les médecins plutôt des hommes par exemple. Oui, tout à fait. Ça se vérifie globalement. C'est l'état actuel de la donne. C'est d'autant plus choquant d'ailleurs que les femmes qui occupent ces emplois dans des secteurs de l'aide à la personne, du soin, sont hautement qualifiés et que globalement, le niveau de qualification des femmes est aujourd'hui supérieur au niveau de qualification des hommes. Et parce qu'il y a ce double aspect, c'est-à-dire que dès lors qu'on considère qu'un métier est féminin, il est en même temps dévalorisé au niveau des salaires, alors que leur rôle social est indispensable au même titre que dans ce métier. Et on avait un chiffre aussi, bon, je vous le présente, je ne veux pas faire de spoiler, mais donc le nouveau tract de l'UGIC que vous pourrez trouver sur ugicct.fr, téléchargé pour distribuer à vos collègues avec beaucoup d'arguments sur l'égalité professionnelle. Et là, dans ce tract, on a une étude de l'IRES de 2023 qui dit, en gros, les femmes travaillent majoritairement donc, dans les métiers du soin et du lien, tu le disais. 10 familles professionnelles couvrent la moitié de l'emploi féminin, contre 20 familles professionnelles pour l'emploi masculin. Ça veut dire que les hommes ont accès à beaucoup plus de métiers. Beaucoup plus de métiers mieux rémunérés que les femmes. Alors, il y a une question dans le chat de Konekoni. Que répondre à ceux qui disent si les femmes sont moins payées, donc coûtent moins cher, alors pourquoi les employeurs n'y auraient pas davantage recours ? Un argument qui fait partie du problème, je pense. Alors, là, il faut répéter ça. Si les femmes sont moins payées, donc coûtent moins cher, pourquoi les employeurs n'y auraient pas davantage recours ? Alors là, je n'ai pas de données, il n'y a pas de données là, sur le taux d'emploi des femmes et des hommes. Ce que je peux dire, c'est que le taux d'emploi des femmes n'a cessé d'augmenter au fil du temps. Alors maintenant, est-ce que le taux d'emploi des femmes est inférieur à celui des hommes ? Ça, je ne saurais pas répondre. Je n'ai pas de données là-dessus. Alors, il y a un autre aspect, c'est, on dit souvent que tout est politique, tout est politique, tout est collectif, et notamment la question, il y a des gens qui en parlaient dans le chat, de la charge mentale. Il y a quand même dans la vie privée des gens une inégale répartition des tâches ménagères, mais je pense aussi aux tâches familiales. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui a un impact aujourd'hui sur les carrières des femmes ? Oui, bien sûr. En tout cas, ça a un impact dans l'esprit des employeurs, puisqu'ils proposent beaucoup moins de promotions aux femmes. Lorsque les promotions surviennent, elles surviennent beaucoup plus tardivement. Donc,
il y a quelque chose de très patriarcal qui reste ancré dans notre société, c'est que finalement, l'éducation des enfants, c'est le rôle des femmes. Une femme qui a des enfants, ça va brider le développement de carrière. Par contre, un homme qui a des enfants, ça sera plutôt bien vu. Ça ne va pas du tout brider le développement de carrière. Bon, ça reste une société de ce point de vue très patriarcale. Et notamment, il y a une source, une étude qu'on cite dans le tract, c'est l'HCFEA. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Peut-être que tu pourras m'éclairer. Au Conseil je sais pas. À l'égalité. Au Conseil à l'égalité, si c'est bien ça qui est et indiqué. qui parle notamment du recours au congé parental. Et en fait, 75% des hommes ont recours à ce congé parental à taux partiel, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas épuiser en gros l'entièreté de leur droit au congé parental, là où la moitié des femmes, une femme sur deux, arrête complètement son activité pour élever les enfants. Donc ça, c'est un chiffre quand même qui est assez parlant et qui a un impact sur la carrière et évidemment sur les cotisations. Absolument, oui. Peut-être un dernier aspect sur la question de l'égalité femmes-hommes, ce sont nos revendications et vos revendications à l'UGICT CGT. On avait parlé brièvement la semaine dernière du CETT. Peut-être que c'est bien si tu reviens là-dessus, parce que tout le monde n'était pas présent au chat la semaine dernière. Oui, en fait, on fait l'analyse que notre système de protection sociale est malade des inégalités salariales femmes-hommes. En somme, on s'emploie à chiffrer le manque à gagner en termes de cotisation pour les régimes de retraite et également pour les régimes de sécurité sociale autres, la maladie, la famille. Donc, on a une perte d'assiette qui résulte de ce que les femmes sont moins bien rémunérées. Et on voit que la réduction de ces inégalités de salaire, pour ne prendre que celle-ci, après on regardera ce qu'il en est des inégalités de carrière, mais la réduction des inégalités salariales s'opère sur un rythme extrêmement lent. Donc, on pense qu'il faut prendre des mesures incitatives, que l'index égalité professionnelle, de ce point de vue, n'est absolument pas satisfaisant, ne serait-ce qu'il est, en ce qu'il est complètement piégé, puisque composé de 5 indicateurs. Et parmi les 5 indicateurs, celui consacré aux écarts de rémunération ne pèse que pour 40% de l'ensemble. Autrement dit, si sur les autres indicateurs, les employeurs ont des réponses à peu près satisfaisantes, on considère qu'il n'y a pas de problème d'égalité professionnelle dans l'entreprise. Notamment, il y a un des indicateurs, si je me souviens bien, qui vaut quand même 15 points. 15%, c'est si le pourcentage de personnes qui ont eu une augmentation dans l'entreprise, est-ce que c'est le même pour les hommes et les femmes ? Voilà. Alors, il suffit d'augmenter de 2 € tous les salariés et vous avez les 15 points. Voilà. Donc, cet indicateur, en fait, a été vraiment conçu sur mesure pour absoudre les entreprises qui ne produisent aucun effort en termes d'égalité salariale femmes-hommes. Bon, son espérance de vie est désormais limitée, puisque bientôt va s'opérer la transposition d'une directive européenne dite salariale. Je ne vais pas m'attarder sur ce sujet, on verra ce qu'il en sera. Le replay de l'émission d'hier avec Neila Glaise d'Eurocadre est désormais disponible sur YouTube si vous voulez en savoir davantage sur cette directive. C'est absolument parfait. Donc maintenant, pour en revenir au financement de la protection sociale et singulièrement des retraites, le sujet, c'est par-delà le constat, qu'est-ce que l'on fait ? Eh bien, on propose de mettre en place, au plan national, une contribution en faveur de l'égalité salariale entre les femmes et les hommes. Quel en est le principe ? On appelle cette contribution au taux de 1% de la masse salariale en moyenne, 1% en moyenne nationale.
Et cette contribution est appelée à se réduire au fur et à mesure que les entreprises réduisent les inégalités salariales. On a toutes les données pour faire ça, grâce à la déclaration sociale nominative. Bon, c'est les URSSAF qui recueillent ces données. Donc, l'idée sous-jacente, c'est d'avoir une mesure extrêmement incitative. Il y a des entreprises où les écarts salariaux sont extrêmement importants, qui cotiseront donc largement, puisqu'on va ensuite moduler ça entreprise par entreprise, au regard de la réalité de l'amplitude des écarts salariaux entre les femmes et les hommes. Donc les entreprises où les écarts sont extrêmement importants cotiseront au-delà de 1%. Celles où il y a de faibles écarts seront en dessous de 1%. Et l'idée, c'est que cette contribution s'éteigne progressivement. C'est en cela qu'elle est temporaire et dégressive, au fur et à mesure que les employeurs réduisent ces inégalités. Alors, il faut savoir que ce n'est pas la panacée. C'est un outil parmi bien d'autres à mettre en place, mais au moins c'est une proposition qui a le mérite d'exister. Elle ne résoudra pas les inégalités de développement de carrière. L'autre aspect important, c'est que cette mesure couvrirait de mémoire à peu près 54% des entreprises, parce qu'elle ne peut s'appliquer que dans des entreprises où il y a une mixité sur chaque emploi. Par contre, 54% des entreprises qui correspondent à plus de 95% de la masse salariale nationale. Donc c'est les grosses entreprises, en fait. Les grosses entreprises. Donc, son rendement serait extrêmement efficace. Les derniers chiffrages qu'on a fait faire font état d'un gain de l'ordre de 3 à 3,4 milliards d'euros par an. On avait fait projeter l'exercice jusqu'en 2060. Donc, déjà, au taux de 1%, on voit que on peut... Alors, c'était un chiffrage uniquement au niveau des régimes complémentaires Agirc-Arrco. Dans le cadre de la concertation, on a demandé d'étendre les chiffrages au régime de base de la sécurité sociale et à l'ensemble des régimes du secteur public. Donc, le rendement de la mesure sera nécessairement supérieur aux 3,4 milliards d'euros chiffrés en Agirc-Arrco. Plus l'effet en cascade, c'est que ça va sans doute réduire les inégalités, parce que c'est ça aussi le but, et donc faire rentrer des sous. On va améliorer la masse salariale des femmes qui va augmenter, et on va rentrer plus de cotisations, effectivement. Ok, alors si ça te va, je te propose de passer à la deuxième partie, ouais. Un peu sur qu'est-ce qui s'est passé, parce que le but de notre émission, c'est aussi de vous dire chaque semaine qu'est-ce qui s'est passé à la concertation. Alors c'est les jeudis, mais il me semble qu'il y a aussi des réunions entre les deux, tu vas peut-être nous expliquer ça. Là, cette semaine, vous avez eu que jeudi, je crois. Oui, alors En fait, le principe, c'est que dans son format actuel, ce qui s'appelle maintenant la délégation paritaire permanente se réunit tous les jeudis pour traiter des thématiques qui touchent aux retraites du secteur privé. Et s'agissant des retraites de la fonction publique, il y aura des réunions à d'autres dates élargie aux organisations syndicales représentatives dans le secteur public, mais qui ne le sont pas dans le secteur privé, en espérant que dans ce cadre-là, la FSU sera bien autour de la table, puisque le ministre Bayrou avait tendance à vouloir constituer le tour de table en opportunité qui lui allait bien. Et donc, à ce titre, il avait exclu la FSU et Solidaire, ce qui, ne nous va pas du tout. Alors,
deuxième réunion de la délégation paritaire permanente. Si en fin de semaine j'avais le droit à quelques provocations, je dirais la deuxième réunion où on n'a pas parlé de retraite. Attention, je vais préciser, on n'a pas parlé du niveau des pensions de retraite. Alors c'est quand même un véritable problème parce que la raison d'être des régimes de retraite, c'est bien de verser des pensions. Et les deux sujets qui intéressent les salariés, c'est à quel âge vais-je partir en retraite et est-ce que le montant de la pension qui me sera alors versé me permettra de maintenir le niveau de vie que me procurait mon salaire. Donc ça, c'est un sujet sur lequel nous avons vivement insisté en demandant à ce que les chiffrages sur les profils de carrière que nous avons communiqués soient établis au plus tôt. On nous a expliqué, c'est compliqué, ça va prendre du temps. Et on touche là à une première difficulté, c'est que cette délégation paritaire permanente doit rendre un certain nombre d'analyses dans un délai extrêmement contraint et finalement on se rend compte que l'administration en arrière-plan a du mal à suivre. Pour autant, nous avons la garantie que nous aurons ces chiffrages. Alors du coup, on a parlé d'âge et de durée de retraite sans évoquer le niveau de la pension. De durée de cotisation, je crois. Durée de cotisation, oui. Durée de cotisation, tout à fait. Âge et durée de cotisation, donc nombre d'annuités travaillées, pour le dire autrement. Et eux ne font pas le lien entre, par exemple, l'augmentation des annuités de cotisation et la baisse des pensions ? C'est pas quelque chose qui... Alors, pour lequel il faut le dire. C'est un lien que la CGT fait simplement pour constater, et que Répugna faire, pour constater, parce qu'on a déjà un certain nombre de tendances, et le Conseil d'orientation des retraites les a établies, les tendances. On travaille de plus en plus longtemps, mais ça n'empêche pas le niveau des pensions de décrocher. Donc là, c'est vraiment la double peine. Au début des années 80, un cadre avec 37,5 annuités de cotisés partait en moyenne avec 72% de son salaire de fin de carrière. La génération 96, avec 43 annuités cotisées, s'agissant d'un homme cadre, partira en moyenne avec 51% de son salaire de fin de carrière. Alors ça résulte uniquement du refus des employeurs d'augmenter le financement des retraites par répartition. Alors, sur les échanges, on voit maintenant les employeurs sortir du bois. Face à notre exigence d'abrogation de la réforme de 2023 et donc d'un départ à 62 ans, eux, ils plaident pour, au contraire, un allongement de la durée de cotisation ou un nouveau recul de l'âge d'ouverture du droit à retraite qui, de leur point de vue, devrait passer de 64 à 65 ans. L'argument là-dessus, bien évidemment, ils n'expliquent pas que c'est uniquement parce qu'ils ne veulent pas mettre la main à la poche et qu'ils veulent absolument sanctuariser, s'agissant du MEDEF, les dividendes du CAC 40. Ils vont sur un raisonnement qui consiste à dire qu'il faut qu'il y ait une équité entre les générations. Alors déjà, équité est un terme extrêmement piégeux parce que l'équité, c'est pas comme l'égalité. L'égalité, 50-50, moitié-moitié, bon, ça c'est assez évident. L'équité, c'est un concept sous-tendu par une appréciation en fonction de quoi est-ce équitable ou pas équitable. Et donc, pour eux, l'équité doit se mesurer à la durée de vie passée à la retraite.
On aurait pu faire un autre choix et considérer que l'équité doit se mesurer à la durée de vie passée en activité. Et puis on pourrait faire encore un troisième choix en disant mais en fait ce qui compte c'est pas l'équité, c'est le progrès social. Parce que le progrès social, c'est il y a des gains de productivité, en termes simples, il y a besoin de moins en moins de masse salariale, de moins en moins de personnes au travail pour produire de plus en plus de biens de consommation et de services, la robotique, l'intelligence artificielle. Donc, dans ces conditions, il n'y a aucune raison de ne pas réduire la durée d'activité. C'est d'ailleurs le sens de l'histoire. J'allais dire, oui. On est passé de 35 heures. Mon propre père, enfin les gens de ma génération, ont des parents qui travaillaient le samedi, ou en tout cas le samedi matin. Bon. Alors évidemment, cette évaluation à l'aune du progrès social, qui est sous-tendue par la revendication de partager ces gains de productivité pour éviter qu'ils soient intégralement captés par la rémunération du capital et pour qu'ils bénéficient aux salariés sous la forme d'une moindre durée d'activité et sur la semaine et sur la vie, sous la forme également de gains de pouvoir d'achat. Ça, c'est le sujet tabou du MEDEF. Donc, du coup, il tente de focaliser les discussions sur... Merci. Il tente de focaliser les discussions sur les distributions qu'il faudrait faire au sein du salariat. Donc là, ils nous ont dit passer à 65 ans pour équilibrer les finances du système de retraite. Encore une fois, ça n'a pas marché, on le voit. On allonge de plus en plus la durée d'activité exigée. Pour autant, le système n'est pas équilibré. Et parce que c'est la 6e ou 7e réforme des retraites, je crois, depuis 95. 93, voilà. Donc c'est toujours les mêmes leviers d'âge qui sont activés. Là, il a observé que la réforme de 2023 reportait l'âge d'ouverture du droit à retraite de 62 à 64 ans, mais n'avait pas touché à l'âge d'annulation de la décote qui est resté à 65 ans. À 67 ans, pardon. Et donc, il propose de reporter cet âge d'annulation de la décote à 69 ans, sachant que, historiquement, il y avait 5 ans d'écart entre l'âge d'ouverture du droit à la retraite et l'âge d'annulation de la décote. Donc, voilà, 69 ans, âge d'annulation de la décote. Si on considère que pour percevoir le minimum de droits, le minimum contributif qu'on évoquait en début de conversation, les femmes attendent l'âge d'annulation de la décote, c'est-à-dire aujourd'hui 67 ans, ça veut dire qu'il faudrait qu'elles attendent 69 ans pour obtenir ça. Et puis, toujours dans ce bel état d'esprit on explique aux salariés, aux retraités comment ils vont devoir mettre la main à la poche, est venue l'idée qu'il faudrait aligner le taux de CSG pratiqué sur les pensions de retraite sur celui pratiqué sur les salaires. Donc ça correspondrait à un relèvement d'à peu près 3 points du taux de CSG. Et pendant que l'on discute de ça, bien évidemment, on ne discute pas de comment le MEDEF va financer les retraites en augmentant l'assiette des cotisations, en augmentant le taux de cotisation. En plus, la CSG qui est un impôt en quelque sorte assez injuste, qui est proportionnel et non... Alors la CSG est un impôt à maintes égards injuste. On comprend pourquoi les employeurs veulent bien son augmentation. Il pèse sur les revenus, y compris les revenus financiers, mais attention, uniquement des personnes physiques. Autrement dit, les personnes morales, c'est-à-dire les entreprises, ne sont pas assujetties à la CSG pour leurs propres revenus financiers. On voit la logique, c'est toujours de faire payer les autres et de capter un maximum de la richesse que nous créons avec notre travail. Et juste pour revenir sur la question du chiffrage, parce qu'il y a quand même un débat, est-ce que c'est tant que ça une économie de faire cotiser, travailler les gens toujours plus Est-ce qu'il n'y a pas aussi, quand on a, je sais pas moi, quand on a 58 ans et qu'on se retrouve comme une personne de 58 ans sur deux
au chômage, est-ce qu'il n'y a pas des charges qui sont reportées ailleurs ? Alors, c'est une excellente question et d'ailleurs, la plupart des organisations syndicales représentatives de salariés donc, qui étaient autour de la table ont souligné l'indigence des notes qui ont été mises à disposition de la délégation paritaire permanente. L'instruction du dossier âge et durée souffre de ce que n'a été aucunement chiffré l'impact d'un recul de l'âge d'ouverture du droit à retraite. On a eu l'expérience du passage de 60 à 62 ans, donc on a matière à chiffrer ça. On a matière à chiffrer également l'impact de l'allongement de la durée de cotisation, 37,5 à 43 annuités. Et on sait que ça a un impact sur la prévoyance parce que les gens ne partant pas en retraite, on a plus d'incapacité au travail, on a plus d'inaptitude, donc ça a des impacts sur la branche maladie de la sécurité sociale, ça a un impact sur les arrêts de longue durée également, mais la situation des gens avant la liquidation est quelque chose de très important. Avant de dire on va reculer l'âge d'ouverture du droit à retraite, regardons la situation des gens à la veille de la retraite. Et à la veille de la retraite, que se passe-t-il ? 40% des personnes ne sont plus en emploi. Elles peuvent être au chômage, indemnisées ou pas. Elles peuvent être à l'allocation spécifique de solidarité. Elles peuvent être invalides, à la hache. Invalides, etc. Et ça aurait mérité d'être instruit, cet aspect du sujet. Et c'est de ce point de vue une réunion qui était passablement hors sol. C'est ce que je disais précédemment. L'administration n'est pas dans le rythme qui nous a été posé par le Premier ministre, c'est-à-dire de traiter le dossier en 3 mois. Et sans tabou, comme il disait, mais là on voit bien qu'il y a des vrais tabous sur la question des recettes. Sur la question des recettes et sur la question des taux de remplacement, c'est-à-dire que représente ma première pension nette par rapport à mon dernier salaire net, pour l'instant c'est tabou. Alors on va voir si le tabou va se lever. Nous, ce que l'on souhaite, c'est qu'il se lève le plus tôt possible pour que les gens, les citoyens, les salariés comprennent bien ce qui se joue concernant leurs moyens de subsistance lorsqu'ils seront à la retraite. Et c'est très important d'avoir ces données-là pour que les salariés s'engagent dans une mobilisation. Sans mobilisation des salariés, sans prise à bras-le-corps de leur destin individuel, il n'y a pas de rapport de force susceptible de permettre d'obtenir l'abrogation de la réforme de 2023. Très bien. Alors, peut-être un dernier aspect là-dessus avant de conclure. C'est une musique qui revient un peu ces derniers temps. C'est sur la question des annonces du président de la République avant-hier soir à la télévision qui... je ne sais pas pour vous, mais moi, m'ont un peu inquiété à certains égards. On entend un peu cette petite musique que, en gros, si on veut... alors, je parle du conflit en Ukraine, je pense que vous avez compris. Si on veut financer, réarmer le pays, il va falloir, nous, de notre côté, concéder à des sacrifices, et notamment des sacrifices sur notre modèle social. Qu'en dit la CGT là-dessus ? Est-ce qu'il y a un lien entre... tout simplement un lien entre notre modèle social et notre capacité notamment à financer les objectifs, en tout cas militaires, que se pose le gouvernement ? Alors, en l'état actuel de nos analyses, on ne voit absolument pas de lien. D'abord, il a bien été expliqué au plan européen que ce sont des budgets dédiés qui seraient consacrés au financement de cet effort de réarmement, on en pense qu'on en pense par ailleurs, que les dépenses opérées dans ce cadre-là ne seraient pas prises en compte dans le cadre du suivi du niveau de dépenses que les États ne doivent pas en principe dépenser, c'est-à-dire les fameux 3% de déficit public.
Donc le lien est assez surréaliste. Et d'ailleurs, dans le cadre de la concertation, personne autour de la table n'a évoqué cet aspect-là, qu'il faudrait des transferts, en somme, entre financement du régalien et financement de la protection sociale. Je dirais même que, tout au contraire, lorsqu'on s'achemine vers de grandes incertitudes, il faut absolument renforcer le niveau de protection sociale. Et si il doit y avoir des investissements de fait en termes de réarmement, il faut bien comprendre que, comme toujours dans ces périodes-là, il y a des entreprises qui vont travailler, qui vont embaucher, et qui, par le passé, ont montré qu'elles savaient fort bien s'enrichir dans ces circonstances. Ce qui veut dire que là, il va y avoir matière à prélever sur ces richesses créées. Sachant que la France est le deuxième exportateur d'armes au monde. Voilà. Ça se chiffre en dizaines de milliards d'euros. Absolument. Et puis, il y a un truc aussi, c'est que, il me semble, quand on a créé la sécurité sociale, avec Ambroise Croizat notamment, un des esprits de la séparation du budget de l'État et du budget de la sécurité sociale, c'est qu'il y en a un qui était fléché et géré par les travailleurs et travailleuses. Absolument. Et qu'on ne pouvait justement pas acheter un porte-avions avec vos cotisations retraite. C'était effectivement ça, l'une des idées majeures qui a malheureusement été battue en brèche dans le milieu des années 80 lorsqu'ont été mises en place les lois de financement de la sécurité sociale. Auparavant, la cotisation, c'est du salaire. Le bon usage de la cotisation, ça appartenait uniquement aux salariés. Et la logique voudrait que l'on revienne à ça, ce qui, de fait, empêcherait toute velléité d'aller puiser dans la cotisation pour financer des opérations militaires. Alors Sylvie Durand, cette semaine, elle a concerté et travaillé face à un patronat qui tient ses positions. Il est 18h vendredi, 18h49, donc on va toucher bientôt à la fin et je pense qu'on va pouvoir partir en week-end. Est-ce qu'il y a des choses que tu souhaiterais rajouter ? Oui, il y a une chose que je souhaite rajouter. Tout à l'heure, nous avons parlé de l'impact des inégalités salariales femmes-hommes sur les pensions de retraite. Demain, c'est le 8 mars. Il faut absolument que les femmes et les hommes participent à toutes les mobilisations pour l'égalité professionnelle qui se tiendront partout en France demain. Et ça sera vraiment évalué par le gouvernement. Le niveau de participation et un niveau de participation plus élevé que les années précédentes sera un signal fort et un début de construction du rapport de force dont on a besoin pour obtenir l'abrogation des 62 ans. Et voilà, ça sera le mot de la fin. Donc, syndiquez-vous, mobilisez-vous. Petit merci à Stéphane Jardin qui nous a aidés sur la technique aujourd'hui, aux équipes de communication de l'UGICT. Merci à vous de nous avoir écoutés. Et si vous avez aimé cette émission, je vous invite à vous abonner sur la chaîne Twitch ou sur YouTube si vous nous regardez en replay. Pour rappel, nous ne dépendons ni de vos dons ni de la publicité. Alors si vous voulez nous soutenir, eh bien, syndiquez-vous. À plus. Au revoir.